Parfait, ça marche. Super. Bonsoir. Alors, je me suis rendu compte aujourd'hui que j'étais incapable de m'exprimer en français sur des sujets techniques. Je vais donc vous imposer la violence de la langue anglaise. Donc, salut, moi c'est Val. Hey, I'm Val. I'm from Grok. Today I'm going to talk about AI inference, and in particular, the fast kind. So, briefly speaking about the company itself, the company was founded about 8 years ago now, on the premise that the engineers that founded it wanted to solve the problem of AI inference, so the process of executing AI programs at scale, in a manner that had very low latency, and in a way that was cost effective. So that's what the company has been doing over the last 8 years. They have built a technology platform to solve this. So this starts with custom accelerators called the LPUs, for Language Processing Unit. Also systems built out of those accelerators at scale. And now we have cloud services, so we have our own data centers full of those chips. And we sell API services, so you can send a text completion request for any open source model on Grok to get an answer. That's how enterprises and devs use us. We also have a on-prem business where we sell some hardware. So that's roughly the company's story until now. So the company is based in Silicon Valley, and everything is designed and manufactured in the US, interestingly. So what I'll do is give you some brief background on training and inference. So training, as you know, is the process of taking a bunch of data, some model architecture, obtaining the weights. For a given model, that's something you do once. It has a fixed cost. And so inference is the process of using that model to extract value from it. That's something you do at scale, in a repeated manner, right? You do this continuously. And so what matters here is not just the cost of doing it once, but it is the unit economics of doing that thing. And so for companies, one of the important decisions they have to make when deciding how to use AI is whether to run inference and how to run it. So one of the quantities that I like to think about when doing this is the ratio of the value of inference to the cost of inference. So this quantity has been roughly thought to be greater than 1 over the last, say, 4 years, thanks to the success of the race to the size of large language models. And because of that, everyone wants to use this new form of economic leverage, right? Everyone wants to use inference. If you don't take it from me, take it from Jensen, who has indicated in their earnings report that almost half of their data center revenue comes from inference. This means that a lot of the accelerators, right, a lot of the hardware that is deployed in data centers is going to be inference-based. This market is growing anywhere from 15, 30% or more a year, depending who you ask, and a lot of it is going to be inference. Okay, so if this ratio of the value of inference to the cost of inference is important, what are some of the things that impact it in general, right? So for training, what we care about is the total cost of training the model. That's a very long process. For inference, this is something that's very fast. There's, generally speaking, 3 things that I think, aside from the specifics of a particular use case or application, really matter here. So the first one is the TCO of the system. So if you take the case of large language models, just for the sake of example, what matters here is the total throughput of the system, right? So how many tokens are you able to produce given a particular cost for an entire system? As well as the energy it takes to produce those tokens.
So that contributes to the denominator of the ratio, right? Another thing that matters is the speed at which you can produce those tokens. So in the case of LLMs, we've got two things, right? We've got the rates, so the speed at which we can process input tokens and generate output tokens, and the latencies, which is the time to first token or the time to last token. And this is a heavy contributor to the numerator, right? The value of inference. And I'll spend some time justifying that in detail. And then there's the size of the model, which is generally correlated with the performance it has, but also the context size we are able to run that model on. So it turns out that it is really difficult to extract as much speed as we can, to extract as much intelligence from transistors as we can if we want to do it in a cost-effective manner, also fast and for the largest models. So typically people use GPUs for this, but we've been spending the last 8 years solving backwards for this problem, and we've become very good at it. So we have this chip called the Language Processing Unit. This comparison is these are hand-wavy numbers, but we're generally speaking 4 times cheaper in terms of the system cost, 3 times more efficient in terms of the energy consumed, and 6 times as fast in terms of the user visible rates for producing tokens or executing inference than leading GPU-based solutions. I'll give you a quick feeling for what that difference means if you haven't seen it yet. And so this video is an example of running a simple query for a large language model, which happens to be one of the latest, I guess not so much latest because it's a 3.1 version of Meta's Llama model. We'll run it on Grok on the left side and on a standard GPU provider on the right-hand side. And the query we're going to use is Python basics. We want to know some basics of the Python language. Okay, so there you go. There. So here we get about a 2 order of magnitude difference in terms of speed. So there's kind of 2 reactions that people get from this. Sometimes people see the value immediately, and sometimes they tell us, so what? So I'll spend some time now discussing what that means, right, for applications and use cases. The general idea is that in most fields where we process and generate information and knowledge, there is an iterative process going on. So the process of working on some thing means you have an iteration loop where you incrementally improve it. You have, as part of that iteration loop, a human who has to absorb some knowledge and some information and restitute or generate some output, right? At its best, AI will let us do that much faster, whether that's with agents, copilots, and so on. It is the speed of generation that will help us reduce the time it takes to iterate. And so we think that at a high level, the speed of generation, the speed at which we can do inference, will be directly driving the speed at which we can innovate. So that's the high-level argument. We can think about this in terms of broad categories of applications. So an interesting thing that happens is that if you want to apply this inference to solve problems, there's many cases where if you don't reach a certain level of speed or you're not below a certain threshold in terms of latency, you just cannot use inference at all. So simple example, take AI copilots, for example. Consider a situation where you have a copilot that is helping someone perform a task where the copilot has to keep up with reality. Right? If you're in a, you're in a car race,
your copilot must tell you about the turn at the right time. It shouldn't lag, right? That's one example, right? You could imagine a copilot that helps someone negotiate a business deal over the phone with a visual aid, right? This thing, it has to pop. It cannot have a delay. Multi-agent solutions are a situation where we do a lot of inference in sequence, right? We have a bunch of agents iterating and running inference in sequence and collaborating with each other. And so you accumulate the latency from the API requests, effectively, or the LLM calls. So you really care about the latency there. For conversational AI, it's very simply a matter of user experience, right? We know that when there is latency in any systems, the users are less and less engaged, and they end up dropping, right? That's why there is such a focus in web design, right, to make pages responsive, for example. Data analytics is another example. In many cases, we want to inject a large amount of data into an LLM to have it, produce some judgment or answer some question. In those cases, we have to process all this data to have it be input into the model's context window, and that takes a lot of time. And we would like to avoid this lag that, again, is an issue for end users. I put real-time customization in here. This is something we don't see too much yet, but I think will start to appear. You can imagine an app or a website where the entire user experience, meaning the UI even, is generated on the fly as a function of the user, right? And so that is really something, again, where we cannot wait more than 200 milliseconds or something like this to generate it. Otherwise, the quality of the experience will drop. So these are some broad categories, right? I'll go over 3 of our customers to give you something more concrete. So we have Vectorize. So Vectorize is interesting. They have this platform that can help you develop retrieval augmented generation solutions. It turns out that when using RAG to develop a product, there is a lot of tweaking and fiddling involved, whether that is playing with prompts, whether that is playing with the kind of ways to represent your data and the ways to feed it to the LLM. What they do is really use Grok to make that process amenable to iteration, where you can try something on a bunch of data, try something else really quickly. So that's something that really couldn't be possible without the speed of Grok inference. Lottie files. I don't know if you guys have heard of the Lottie format. This is a file format that was introduced, I believe, by Airbnb. So it is a file format for vector graphic animations on the web. It's becoming kind of a standard nowadays. And those guys have a platform that can be used to edit those files. So it's sort of like After Effects in a way. And so they use Grok for their natural language interface. So suppose you say, make this bounce, and then you'll get the appropriate UI operations applied in their editor, so you don't have to do it yourself. It turns out to be actually quite hard to make those animations. I tried to do it manually once. It's super challenging. So they use natural language to let you quickly iterate. You can say, hey, the ball should bounce slower. Maybe make it bounce faster. Maybe make it bounce in a different way, and so on. And so it's essential to have a very, very low latency on that, right? It shouldn't be slower than clicking a button. Otherwise, it kind of defeats the point, and it becomes really too annoying to use. The third one I have for you is Athena Intelligence. These guys are pretty cool. So they have an entire platform for data analysis. It does many things. So part of it is analyzing some data you may have in-house.
Part of it is retrieving some data from the web. You could feed it some PDF files and analyze them. So they do both the kind of inference use where you set up some SQL queries and whatever, but they also allow you to answer questions about, say, a PDF file. And so it just so turns out that if you want to feed an entire PDF file to a large language model, you do have to spend all that time processing the input tokens to feed it into the context window. So it's really slow if you do this on an entire file. So they use Grok to make that process much faster and therefore meet their business objectives. There's a lot of these. So if you want to see more, people are super creative. You can go to our website, so it's grok.com. Whether you look at the main website, whether you look at the developer console, or if you even join our Discord, there's a bunch of examples there. I think there must be like hundreds, if not 1,000 now, of people just being creative with what you can do with fast AI inference. It's very gratifying for us. So we have now we're getting close to 1 million, I guess, developers using the platform to build their applications. So it's really easy to get started if you would like to do this, or if you would like to try it with an existing application you have. So we offer a tokens as a service API where you can essentially just change your endpoint for your LLM calls from, say, whatever you were using, maybe OpenAI, to Grok, with a bunch of state-of-the-art models. So we offer the Llama models from Meta. We offer the Gemma models from Google. We have the Mixtral model from Mistral. And yeah, we have also some speech-to-text models. We have Whisper in there, which also runs super fast. We tend to add models to this service pretty fast when they come out due to our structural advantages that let us compile the models directly for the hardware without having to do implementation work. And we're currently in the process of very aggressively scaling our inference service to be able to meet the seemingly ever-growing demand. So you can expect, if you've ever used us and been rate limited in any way, you can expect that problem to go away pretty soon. Okay, so we have about 15 minutes remaining. I have 2 links for you here. The first one is for the main webpage. If you scan that, you can actually use the chat on the grok.com webpage if you want to experience the speed for yourself. The second thing you can do is if you would like to get a free API key and start switching whatever product you have to Grok, that's the second QR code. And what we'll do is that I have a bunch of technical things that follow on how we achieve those speeds and efficiency and so on. But I'd like to open it up to questions already and kind of use your questions to dive into the technical explanations as required. Cool. On a une première question juste ici. Bonsoir et merci déjà pour ces informations. Sur les LPU, vous disiez qu'on peut en avoir chez soi presque. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est facile à configurer soi-même par rapport à un GPU classique? Et combien ça pourrait coûter aussi? Merci. Ouais, merci pour la question. Il y a peu d'utilité à avoir un système basé sur LPU qui ait peu de cartes. Je vais vous montrer un peu l'architecture de la puce, ça va répondre à la question. Okay, donc on a un système full stack, on a tout redéveloppé en partant de la puce jusqu'aux cartes, aux nœuds, au système. On est parti de zéro et on a développé le LPU. Le LPU, c'est un truc qui n'a pas de hiérarchie mémoire. Donc on n'utilise pas de HBM, la High Bandwidth Memory, du tout, d'accord. Donc une puce unique est constituée de 230 mégas de SRAM, d'accord. Donc l'équivalent d'un cache L1 sur un processeur moderne, sur un GPU. Donc dans 230 mégas, vous ne mettez pas grand-chose. Ça ne suffit pas pour mettre un modèle à 70 milliards de paramètres.
Donc la question, c'est quelle est la taille de ce que vous voulez faire exécuter. Vous divisez la taille de la résidence mémoire de ce modèle par 230 mégas. Ça vous donne le nombre de puces que vous allez avoir dans votre système. Donc, voilà. Donc c'est généralement le business on-prem qu'on a. C'est vraiment des cas d'usage custom où on va vendre des racks par paquet de 4, de 8, de 10. Donc, pour donner une idée de l'ordre de grandeur, le déploiement de Llama 3 à 70 milliards de paramètres est constitué de à peu près un peu plus de 500 LPU. Donc c'est une dizaine de racks. Question suivante. Je les pointe merci. ou Non, on fait tourner avec il y a quelqu'un de caché là. Mais... Bon, peut-être je me décale, je sais pas si on veut. Bon, super. Merci pour la présentation. Alors j'ai une question. Comment vous comptez, comment comptez-vous en fait vous démarquer de Nvidia, notamment sur la partie software, parce que on parle beaucoup de hardware, mais ce qui fait vraiment le succès de Nvidia, c'est en fait leur écosystème CUDA, et notamment en fait d'autres constructeurs en fait qui sont un peu en retard parce qu'ils ont abandonné, par exemple AMD a abandonné OpenCL. Voilà, il y a des softwares comme Vulkan qui essaient de pallier à ça, mais vous de votre côté, parce que voilà, vous faites un beau hardware avec le LPU, mais niveau software, comment ça se passe de votre côté? Ouais, super, merci pour la question. L'histoire, c'est qu'en fait, quand on a commencé à développer tout ce système vertical, toute cette plateforme technologique pour l'inférence en partant de zéro, les gens qui ont commencé ça, c'était en fait les gens qui avaient créé le TPU chez Google, qui s'étaient rendus compte que c'est super, ça marche effectivement, comme vous le dites, mieux que Nvidia, mais c'est super difficile à programmer parce qu'on n'a pas CUDA et compagnie. Et donc la manière dont ça a été développé, c'est qu'ils ont commencé par le software, ils ont d'abord commencé par écrire un compilateur, et ensuite dire, maintenant qu'on arrive à compiler, on va décider de l'architecture, de manière à avoir une architecture pour laquelle il est facile de compiler. Donc du point de vue logiciel, dans les fondamentaux, ce qu'on a chez Grok, c'est un compilateur générique push-button. C'est-à-dire qu'on est capable de prendre n'importe quel modèle de Hugging Face, le ramener chez nous et le compiler très vite. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a été capable de déployer les modèles de Meta et compagnie très vite, une fois qu'ils ont été released en quelques jours, quoi. Alors qu'on n'était pas dans les programmes d'accès anticipé du tout, on a juste, comme tout le monde, pris le modèle sur Hugging Face, on l'a téléchargé, et puis on l'a compilé, on l'a exécuté. Donc ça, le compilateur, c'est un outil interne. Quand on a un engagement avec un client pour lequel on fait du on-prem, on va apporter ce compilateur en SDK, par exemple, pour qu'ils y aient accès. Mais la plupart de l'usage qui est fait de nos services est fait comme token as a service, right, par cloud, par appel d'API. Donc dans ce cas-là, c'est à nous de résoudre le problème quelque part. Mais donc bon, évidemment, là, c'est pas la question. Oui, une autre question. Merci. Trois questions en une, enfin très rapide. C'est quoi les limitations aujourd'hui finalement que vous avez? Alors peut-être avec des cas que vous n'arrivez pas à traiter encore et qui le seront dans le futur. Et par exemple, si on prend le cas de Los Angeles et des incendies, est-ce que la technologie pourra apporter quelque chose pour y répondre? La limitation principale qu'on a aujourd'hui, c'est le passage à l'échelle. La demande est énorme et dépasse notre capacité à y subvenir de très loin. Donc ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on passe à l'échelle de manière exponentielle. Donc on a des centaines de racks qui partent dans les data centers tout le temps. On déploie plus de 100 000 LPU chez un de nos partenaires qui est Aramco Digital cette année. Et plus limitation en termes pour aller vers du temps plus enfin vous dites que vous gagnez x6 ou je sais pas combien, mais pour aller vers du x20, x50, enfin limitation technique. Pour aller encore plus vite. Pour aller encore plus vite, est-ce que c'est nécessaire? Oui, je pense que c'est nécessaire. Je pense que plus on va vite, plus on a de cas d'usage. Plus on va vite, plus on peut faire des agents qui font énormément d'inférences les unes à la suite des autres. Plus on va vite, plus on peut faire de test time compute. On a bien vu OpenAI avec leur O1, qu'on a d'ailleurs répliqué avec un produit qu'on appelle G1. Enfin, donc oui, je pense qu'il est utile d'aller plus vite. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour aller plus vite?
Très largement, on est en train d'exécuter sur tout ce qu'il faut qu'on fasse pour aller plus vite et on est tout le temps en train de s'améliorer. Alors il y a plein de choses qui sont à faire du côté software. On est toujours en train de rajouter des optimisations et compagnie, que ce soit dans l'utilisation de notre hardware et de ses spécificités ou des optimisations qui sont agnostiques au hardware. Donc, en particulier dans la vidéo que je vous ai montrée, il y avait du speculative decoding, qui est quelque chose qu'on fait aussi sur du GPU. Donc ce genre de choses, on peut le faire. En termes de limitation, on arrive un peu aux limites de ce qu'on peut faire avec du 14 nanomètres. Donc la puce actuelle, cette Groq chip là, c'est une puce en 14 nanomètres, donc qui est une vieille technologie Node, hein, qui a maintenant 7 ans, quelque chose comme ça. Enfin, tous les compétiteurs actuels, y compris Nvidia, sont sur au moins du 4 ou du 3 nanomètres. On a notre V2 qui arrive, qui va être sur du 4 nanomètres, et donc vous pouvez imaginer que ça va aller un petit peu plus vite. Est-ce que ça répond à la question ? Bonsoir. Bonsoir. J'ai 3 questions. La première, c'est est-ce que vous avez un data center en Europe? La deuxième, c'est est-ce que vous prévoyez d'héberger des modèles plus gros? Donc le plus gros que vous avez, c'est Llama 3, 70 milliards de paramètres. Mais je pense à DeepSeek R1 qui est paru cette semaine et qui fait 600 milliards de paramètres. Et enfin, est-ce que des fournisseurs comme OpenAI ou Anthropic utilisent des puces LPU? Et sinon, pourquoi? Parce que globalement, ça a l'air beaucoup plus lent que le service de Groq. Et leurs clients gagneraient à avoir de l'inférence plus rapide. Ouais, merci pour les questions. Alors, par rapport au data center en Europe, pas encore. Ça viendra. Actuellement, on est en train de déployer une centaine de milliers de puces dans la région de l'Arabie Saoudite avec Aramco Digital. Donc c'est ça qui va servir cette zone du monde, puisqu'en fait, on a découvert que le centre de gravité de l'Internet était à peu près dans cet endroit du monde. Et comme c'est une question de latence, on a choisi ça. Bon, il y a plein d'autres raisons aussi. Mais... ensuite, la question sur la taille des modèles. On a fait tourner des modèles comme le modèle à... Effectivement, vous avez raison, c'est le modèle de 70 milliards de paramètres qui est le plus gros actuellement sur la plateforme Groq Cloud. On a fait tourner du 405 milliards, là, le modèle de Llama, là, le plus large, qui marchait très bien, mais on a décidé de ne pas continuer à faire ça pour des raisons de capacité. C'est-à-dire qu'il y a tellement de demandes pour les modèles à 70 milliards, on s'est dit c'est bête de réserver tout ce hardware et de l'immobiliser pour un seul modèle à 405 milliards, quoi. Donc on ne l'a pas fait. Étant donné qu'avec cette explication que vous avez eue avec la quantité de mémoire par puce, c'est vraiment, on divise la taille du réseau par la capacité mémoire de la puce, quoi. Donc si le modèle est 10 fois plus gros, il faut 10 fois plus de matériel. Donc l'équivalent en capacité, c'est 10 modèles à 70 milliards. Donc ça vaut vraiment le coup de faire ça. Et la troisième question, je suis désolé, j'ai oublié. Ah oui, pardon, oui. Donc l'utilisation de Groq chez disons les grands acteurs actuels de la production de tokens. On est ouvert à ça. Je ne peux pas vous donner de détails sur les discussions qui peuvent avoir lieu, mais il n'y a absolument pas de raison qui empêche ces entreprises de passer sur Groq. Beau teasing. On prend encore une question, Maxime? On a le temps, encore Ok. 5-10 minutes. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il me semble qu'il y en avait une par là. Ouais. Merci pour la présentation. Moi, c'est une question un peu similaire à celle de l'Europe. C'est pour tout ce qui est RGPD, données de santé, HDS. Est-ce que c'est prévu ou pas? Alors là, je vais passer parce que je ne suis pas au fait des plans que nous avons pour le RGPD en particulier. Cela dit, actuellement, nous n'enregistrons pas les tokens qui passent par nos systèmes. Un truc qui est intéressant avec ces racks-là, que je vous ai montré, bon, je ne veux pas rentrer dans le détail de leur architecture, mais en fait, ils n'ont même pas de disque. Donc on ne pourrait même pas enregistrer vos tokens si on le voulait, quoi. Mais ouais. J'ai vu une question dans... Ah, pardon. Okay, c'est pour moi. Merci. Est-ce que c'est dans la roadmap de travailler vers l'embarqué? Pas actuellement. Merci. Ça l'a été à une époque.
pas actuellement. Il y a trop de demandes sur le cloud et le data center. Juste une question, ça va avec un peu la dernière question qui a demandé quelques banques pour que ça puisse aller plus vite. Et j'ai bien compris que votre réponse c'est plutôt au niveau software pour pouvoir améliorer ça. Pendant le dernier talk, il y a Philippe qui a présenté, en fait ils ont dit que LinkUp ils font des techniques comme distillation, quantisation, etc. Et du coup c'est juste une question plutôt architecture des LPU. Est-ce que vous prévoyez une optimisation pour des multiplications, par exemple matricielles, avec des bits réduits, par exemple en int 8, comme on a dans les TPU, par exemple? Et du coup, est-ce que la partie réduction de bits 8, c'est-à-dire des quantisations, c'est une partie où vous vous adressez dans les LPU? Ok. Alors, pour ce qui est de la V1, vous pouvez aller sur le site de Groq, trouver un papier qu'on a publié à ISCA, qui donne tous les détails des capacités en termes de data type, de quel type de données on utilise pour quelle opération, que ce soit des transpositions, les multiplications de vecteurs matrices, matrices, etc. Pour la V2, on fait des modifications, mais on n'a absolument pas communiqué sur l'architecture de la V2. Évidemment, vous pouvez imaginer que ce n'est pas juste du passage au 4 nanomètres, on fait aussi de l'optimisation pour mieux servir les modèles qui aujourd'hui sont la plupart du compute, c'est-à-dire les modèles de l'LLM, quoi. Mais on ne communique pas là-dessus. Pour ce qui est de la quantisation, excusez-moi, pour ce qui est de la quantisation, aujourd'hui on en fait très peu. Les modèles que vous voyez déployés sur le cloud sont en fait tournent avec les poids d'origine, quasiment. Bonjour. Alors j'ai vu récemment que Nvidia avait fait une annonce sur Titan, je crois, et c'était le fait de pouvoir avoir un outil pour une carte graphique vendue directement aux consommateurs pour faire tourner des choses chez eux. Et qu'est-ce que vous pensez de cette démarche et si c'est quelque chose qui pourrait arriver chez Groq? D'accord, ok. Alors, pour la deuxième partie de la question, c'est pas quelque chose qu'on est en train de regarder actuellement. Donc, c'est pas notre focus. Notre focus, c'est vraiment le data center. Et la raison pour laquelle on se focus sur le data center, c'est assez simple, en fait. Les fondamentaux de la chose, c'est que l'inférence pour les LLM, en particulier, pour parler que des LLM, qui est la plupart de la workload aujourd'hui, c'est très peu d'entrées en données, très peu d'entrées en sortie, et énormément de calculs au milieu, quoi. Donc il n'y a vraiment pas de raison, si vous avez accès à une connexion, quelle qu'elle soit, d'aller chercher à rapprocher ça de l'edge. Sachant que vous êtes de toute façon plus efficace dans le data center, autant le faire dans le data center pour des raisons de coût unitaire de l'inférence. Du coup, j'ai une autre question. Au niveau écologique, c'est quoi les mesures que vous prenez pour réduire l'impact, justement, parce que ça doit consommer de plus en plus, quoi. Ouais. On est à peu près 3 fois moins consommateur que l'équivalent Nvidia en termes de consommation par token, c'est-à-dire combien de joules il vous faut pour générer un token, quoi. Je pense qu'avec la V2, on a communiqué sur le fait qu'on va s'approcher à peu près de un token par joule, quoi. La V2 sera une amélioration significative sur la V1 en termes de consommation d'énergie. Ça, on peut s'y attendre. C'est quelque chose sur lequel on s'est vraiment concentré. Pourquoi on s'est concentré là-dessus? La raison, c'est que la course actuelle à l'AI dans le domaine de l'inférence, c'est vraiment une course à l'échelle. Dès qu'on déploie, que ce soit nous, que ce soit d'autres providers d'inférence qui utilisent du matériel spécialisé, des GPU ou peu importe, dès que le matériel est mis en production, il est consommé immédiatement par les utilisateurs. Donc,
Étant donné ça, c'est la folie en ce moment. Tout le monde construit des data centers à droite à gauche, peu importe là où l'énergie est pas chère, etc. Donc si vous avez un avantage structurel à être capable de dire je consomme 2 fois moins d'énergie, l'impact est immédiat en termes de capacité à déployer plus vite et à passer à l'échelle. Et comme c'est perçu comme étant un marché winner take all, entre guillemets, c'était vraiment un choix évident. Et donc la V2 de l'architecture devrait être beaucoup plus efficace du point de vue énergétique. On prend une dernière question. Ah. Bonsoir, j'ai une question sur le scheduling du compute sur les LPU. En fait, je ne comprends pas comment ça marche d'avoir 500 puces, disons. Qu'est-ce qui se passe quand le compute il est à la 500e puce? Est-ce que les 499e autres elles sont idle ou est-ce que vous processez des requêtes d'autres D'accord. D'autres requêtes? Ouais, je vais répondre à ça. La manière dont on va prendre l'exemple des modèles de langue. Les modèles de langue, c'est des piles de décodeurs. Le modèle Llama 3 a 70 milliards à 80 décodeurs mis en série. La manière dont on distribue le calcul pour tous ces mécanismes d'attention sur un ensemble de puces qui sont connectées avec une topologie qui est scalée, que ce soit sur du GPU, que ce soit sur du LPU ou autre chose. Il y a des techniques qu'on va utiliser pour paralléliser. On peut faire ce qu'on appelle du parallélisme par tenseur ou du parallélisme par pipeline. En particulier, le parallélisme par pipeline, c'est la chose la plus simple à expliquer. C'est de dire que si on avait 80 décodeurs, par exemple, on peut avoir, disons, on va séparer, on va avoir un décodeur par nœud, par exemple. Je dis un truc au hasard, ok. Et donc, quand une inférence s'exécute, on va d'abord envoyer les activations dans le premier décodeur, puis ensuite le deuxième décodeur, puis ensuite le troisième. Et donc, si vous voulez, c'est un peu comme l'équivalent du Fordisme pour l'exécution des programmes d'AI. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un ouvrier qui construit la voiture dans son garage, qui va changer de tâche, d'abord le châssis, puis ensuite les roues, puis ensuite les vitres, vous avez une chaîne de production où la voiture, donc les activations en l'occurrence, passe d'une station à l'autre. Et c'est comme ça qu'on a un gain d'efficacité par rapport au GPU qui lui, est l'équivalent de l'atelier traditionnel. Est-ce que ça répond à la question? On va dire que oui. Sauf si... Non, ouais, sinon, on va continuer la discussion après. Offline. Voilà, pendant le buffet. Bon, merci beaucoup. Merci Valentin, beaucoup. C'était génial.